Spider-Man, c'est mon héros préféré, un héros underground, puriste, qui sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de... Bon, ok. J'ai galéré à écrire cette intro. C'est bien sûr le super-héros le plus populaire de Marvel, et il a connu 10 adaptations sur grand écran, ayant eux-mêmes généré plus de 7 milliards. Mais si maintenant tout le monde connaît l'origine story du héros, ses grands méchants et ses grands moments, après toutes ces adaptations, qu'est-ce qu'ont apporté chacun de ces 10 films au personnage ? Quel impact ont-ils eu? Qui aura été le meilleur Peter Parker, le meilleur vilain utilisé? Quel film a eu la meilleure romance, la meilleure mise en scène, créé les moments les plus iconiques? Mais surtout, quel film nous a-t-il le plus donné envie de devenir Spider-Man? Et c'est pour répondre à toutes ces merveilleuses questions que je vous emmène avec moi dans l'analyse la plus complète possible sur chacune de ces adaptations au cinéma. Et on va donc entamer notre route là où tout a commencé. La saga ayant marqué toute une génération à tel point qu'elle fut l'avènement de l'ère super-héros au cinéma. Celle qui revient constamment lorsque l'on doit comparer la qualité de ses successeurs, ou encore qui par son impact est toujours présente dans la culture d'internet. Je parle bien sûr de la désormais iconique trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Oui mais avant de commencer, qu'est-ce qui fait un bon film Spider-Man ? Et vous savez quoi, je vais pas chercher midi à 14h pour répondre à ça. C'est même plutôt simple en fait. Selon moi, il faut qu'il retranscrive au mieux les thématiques et l'essence de ce qui fait Spider-Man. Mais attention, ça ne veut pas dire que les films doivent forcément être fidèles à outrance aux comics. Parce que si on prend les centaines et les centaines de numéros parus, compliqué de saisir à la virgule près le comportement tout entier d'un perso ayant eu 40 scénaristes différents. Oui, parfois faut le suivre, c'est bon vu Peter. Et surtout car ce n'est pas obligatoirement le rôle d'une adaptation d'être le plus fidèle possible au matériel d'origine. Ce qu'on cherche, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est la compréhension de ce que représente Spider-Man, de ce que représente un personnage comme Peter Parker. Pourquoi il se démarque de tous les héros créés avant lui. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, en commençant par la toute première adaptation du teaser au cinéma, Spider-Man 1 de Sam Raimi. Who am I? You sure you wanna know? That's me. Le film s'ouvre sur Peter qui poursuit son bus scolaire. Après que le chauffeur se soit quand même bien amusé, il est rappelé à l'ordre par Mary Jane, la fille populaire du lycée dont Peter est amoureux depuis toujours. Sauf que pas de bol, c'est un garçon impopulaire et harcelé. Néanmoins, il a quand même un seul et unique ami, Harry Osborn. Peter va justement rencontrer le père de ce dernier pour se rendre à la sortie scolaire de son lycée. Après que par le prisme de la guide, le film nous présente toutes les capacités arachnides, Peter va se servir de l'excuse du journal de son lycée pour prendre des photos d'MJ. Je dis ça parce qu'il va littéralement encadrer la même photo pour la mettre sur sa table de chevet, alors qu'il n'est pas en couple avec elle. Mais bon, le film. Parce que c'est à ce moment-là que... Pendant ce temps, pour que le contrat d'Oscorp avec l'armée ne soit pas rompu, Norman Osborn décide de s'injecter un sérum incomplet aux effets secondaires graves, comme l'amplification de l'agressivité, de la colère et de la folie. Mais contre toute attente, l'opération se passe merveilleusement bien. Le lendemain de tout ça, Peter se réveille, mais quelque chose cloche. Il a plus besoin de lunettes, sa musculature est devenue surdéveloppée, il s'accroche à tout ce qu'il touche, lance des toiles à une force démesurée. C'est normal, parce qu'en fait, il se réveille avec des pouvoirs surhumains. Et la nuit tombée, lorsqu'il sort les poubelles de son jardin après une petite journée, Peter va enfin avoir sa première discussion avec Mary Jane en 10 ans quand même. Et il décide alors de se servir de ses pouvoirs pour la séduire bien sûr, en récupérant le prix d'un tournoi de catch pour s'acheter une voiture. Mais quand son oncle Ben le raccompagne en ville, il décide d'entamer une discussion sur les récents agissements de Peter. Les expériences qu'il mène dans sa chambre, ses absences répétées et sa bagarre contre Flash au lycée, tout ça inquiète l'oncle Ben et le mènera à dire la fameuse phrase « Mais Peter s'en fout » et quitte son oncle sur une dispute. Il rentre donc enfin dans le bâtiment du tournoi pour y affronter le tronçonneur, et c'est accompagné de son meilleur costume que l'on découvre sous nos yeux ébahis. The Amazing Spider-Man! Peter réussit bien sûr à gagner contre son adversaire, sauf que gros plot twist, on lui donne pas sa thune.
I need that money. I missed the part where that's my problem. Peter se résigne alors et part de son côté, sauf qu'un criminel va braquer le patron. Peter est sur sa route, peut l'arrêter et décide donc de gentiment le laisser passer. Now he's gonna get away with my money. I missed the part where that's my problem. Et malheureusement, on connaît la suite. Foudrage Peter par la poursuite du criminel qui a tué son oncle et se rend compte que c'est celui qui l'a laissé s'échapper. Il réalise que tout est sa faute. Après la mort de son assassin, Peter comprend donc enfin les paroles de Ben et décide de prendre ses responsabilités pour devenir Spider-Man. Sauf qu'en parallèle de ça, Norman Osborn, dû au sérum qu'il a ingéré, développe une seconde personnalité. Personnalité qui fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en lui. Bon, j'ai menti, il détruit l'entreprise concurrente de la sienne tout en massacrant chaque personne qui fut présente sur les lieux. Mais si cette action a effectivement permis à Oscorp de devenir le premier fournisseur de l'armée américaine, les membres du conseil trahissent Norman, en revendant l'entreprise au plus haut de sa valeur marchande, l'obligeant à démissionner de la société qu'il a lui-même fondée. I started this company. You know how much I sacrificed? Mais pour se venger, le bouffon vert prend le relais et désintègre les membres du conseil. Durant un festival où nous assisterons d'ailleurs à sa première confrontation contre l'homme araignée. Mais Spider-Man le repousse et sauve la vie de cette bonne vieille MJ qui commence à doucement tomber sous le charme du tisseur. Cependant, Norman attaque le Daily Bugle pour proposer un marché à Spider-Man. Marché consistant à créer une alliance qui leur permettrait d'accomplir de grandes choses. Mais Peter laisse le dilemme en suspens, car il préfère rejoindre Mary Jane qui sort de son audition pour devenir actrice. Rêve qu'elle lui a révélé lors de leur première discussion du film. Mais si l'alchimie entre nos deux protas ne cesse de grandir, c'est bel et bien de Spider-Man qu'MJ tombe d'abord amoureuse. Et c'est en la sauvant une énième fois qu'ils échangeront ce baiser iconique. Sauf que lors d'un énième affrontement entre Spider-Man et le bouffon, ce dernier va infliger une blessure au bras de Peter, lui cramant son identité auprès de Norman. S'attaquant maintenant aux proches de notre héros. D'abord Tante May, puis ensuite Mary Jane. Et si leur premier affrontement se déroulait 2 jours dans un environnement coloré et vivant, leur affrontement final sera tout l'inverse. Un combat qui transpire la violence pure, où chacun se rend coup pour coup des attaques mortelles. Et c'est au moment où Peter réussit à avoir l'ascendant que Norman tente de le manipuler. I've been like a father to you. Be a son to me now. Mais Peter souligne qu'il avait déjà un père, Ben Parker. Et c'est avec l'activation de son Spider-Sense qu'il esquive le vaisseau qui va littéralement empaler Norman. Son dernier souhait avant sa mort, laisser Harry en dehors de tout ça. Spider-Man dépose donc le corps sans vie d'Osborn sous le regard terrifié de son fils. Lors de l'enterrement de son père, Harry promet alors qu'il le vengera de l'homme araignée. Quant à Peter, bien qu'MJ lui déclare sa flamme, il la repousse afin de la protéger des dangers qu'implique sa deuxième identité, être Spider-Man. Who am I? I'm Spider-Man. Ce film a été un game changer. Il a littéralement fait exploser la popularité de Spider-Man déjà énorme. Mais dire ça parce qu'il a généré plus de 825 millions, ce serait trop facile. On va le montrer autrement. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La grande phrase thématique du film est bien sûr une citation qui a toujours été attribuée à l'oncle Ben. Sauf qu'à la base, non. En fait, cette phrase apparaît dans le tout premier comics de Spidey en 1962. Mais elle n'est prononcée par aucun personnage, apparaissant seulement dans une légende du dernier panneau de la BD. Il faudra attendre 1987 pour que ces paroles lui soient attribuées de manière indirecte. Mais oui, l'année où pour la toute première fois la phrase est explicitement prononcée par l'oncle Ben lui-même, c'est 2002. D'abord dans le comics Amazing Spider-Man, mais surtout lors du film de Sam Raimi qui a définitivement ancré dans l'inconscient collectif que c'est bien lui qui a toujours été l'auteur de cette phrase mythique. Cependant, outre définitivement changer la perception fondamentale du tisseur, c'est de tout Hollywood que ce film va faire changer la perception du genre super-héros. Parce qu'en remettant un peu de contexte historique, à ce moment-là, le super-héros sur grand écran, c'est tout sauf une garantie. La saga Superman, malgré son importance, est presque morte, et un Batman et Robin avec un gros échec commercial va en fait refroidir énormément de producteurs.
Il n'y aura qu'en 98 que Blade sera le premier personnage Marvel à avoir eu du succès en salle. Et si X-Men en trouve la porte avec 300 millions de recettes, Spider-Man l'explose, marquant un tournant du cinéma et l'entame progressive de la domination commerciale du genre. Pourtant, la production de ce film a été un très long chemin. Parce que Spider-Man au cinéma dans les années 90, ça a surtout été un bordel juridique, avec une armée d'avocats ayant passé la majeure partie de ces années-là à se battre pour les droits du personnage. Et ça a fait capoter un projet ambitieux pour le héros, le Spider-Man de James Cameron. En effet, le réalisateur avait créé un script de 80 pages adaptant une version très mature du héros et avec un Peter Parker qui aurait été joué par DiCaprio. Le script contenait plusieurs très bonnes idées et avait pour méchant principal Electro. Sauf qu'à cause de toutes ces guerres juridiques, James Cameron laissa tomber le projet. Mais c'est finalement en 1998 que Sony Pictures achète les droits du film pour seulement 7 millions de dollars. Dans un deal où Marvel conserve 5% des bénéfices et quand même 50% du merchandising. La production peut donc enfin commencer et le studio se met en marche pour choisir un réalisateur. Cependant, même si des noms comme David Fincher ou Chris Columbus ressortent, étonnamment ce sera le réalisateur d'Evil Dead et de Darkman, Sam Raimi, qui sera embauché. Et selon les propres dires de son agent, il était le 19ème sur une liste et tout sauf le premier choix. Mais à la suite d'un entretien très spécial avec le CEO de Sony Pictures Columbia et les producteurs Avi Arad et Laura Zinskin, il obtient finalement la place. Pour le scénario, ce sera David Koepp qui sera recruté avec un petit CV déjà, Jurassic Park et Mission Impossible accessoirement. Et avec ça, pour coller un maximum avec l'image que dégage Peter dans les comics, c'est Tobey Maguire qui sera casté dans le rôle principal. Composé d'un cast entier génial et de toute une équipe de gens dévoués, Spider-Man 1 sortira en salle le 3 mai 2002, avec bien sûr le succès colossal qu'on lui connaît. Mais assez parlé de la production et de la réussite du film d'un point de vue popularité, car il faut qu'on voit pourquoi il a réussi. Car oui, le scénario de Spider-Man est un scénario réussi, qui se construit autour de la gestion d'un élément central, les personnages. En seulement 10 minutes, Sam Raimi pose le socle de tout le film. Relations, situations, environnement et surtout personnages. Comment ce socle va se briser, puis se réparer, puis encore se briser pour à la fin essayer encore une fois de se réparer. Oui, l'enjeu du film se repose sur ces persos et oui, c'est diablement réussi. Car dans un premier temps, tout ce beau monde n'a jamais interprété aussi sincèrement la passion qu'a Sam Raimi pour le tisseur. Et bien sûr, le cas le plus notable est celui du protagoniste lui-même, Peter Parker. It's a defense mechanism. Peter, what makes you think I would want to know that? Who wouldn't? On connaît les caractéristiques préétablies pour ce que doit être le perso. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le côté humain qu'arrive à dégager Peter dans le film. Et pour ça, la gestion de sa timidité envers MJ est sûrement ce qui fonctionne le plus. Quand il rattrape son plateau, il n'arrive pas à lui sortir un mot. Et justement au moment où il arrive à finalement lui sortir de mots, il n'arrive pas à la boucler. You're taller than you look. I hunch. Don't. Le film se construit d'ailleurs autour de la relation de Peter et MJ. Et j'aimerais justement parler de cette romance qui est selon moi réussie. Car ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais Mary Jane Watson est le personnage central du film. Si l'introduction de Peter est un plan où on n'aperçoit qu'à travers le rétroviseur, le premier perso sur lequel le film s'ouvre vraiment est celui d'MJ en gros plan. Pourtant, elle a beau être la fille la plus populaire du lycée, elle s'en prend plein la gueule durant toute l'histoire. Elle se dispute régulièrement avec sa famille, son propre père la traite de traînée. Elle rêve d'être actrice mais se retrouve à travailler dans un café miteux. Après, elle se fait recaler d'une audition pour justement devenir actrice. Et enfin, pendant Thanksgiving, lorsqu'elle sort avec Harry, le père de ce dernier l'humilie devant tout le monde en lui expliquant qu'elle est comme toutes les autres à ne sortir qu'avec lui pour son argent. Néanmoins, lors de chacun de ces moments douloureux, Peter a toujours été là pour elle. Il a toujours été cette douceur dans cet océan de galère. Et c'est cristallisé dans le film par cette scène. Quand MJ explique qu'elle tombe sous le charme de son mystérieux sauveur, Peter lui dit qu'il le connaît, étant justement son photographe attitré. Elle s'empresse alors de lui demander si Spider-Man lui a déjà parlé d'elle. Ce à quoi il répond qu'il voulait savoir son nom, mais surtout qu'il ne lui a pas seulement dit son nom, parce qu'il lui a dit qui elle était vraiment. When you look in her eyes, everything feels not quite normal. The truth is, you don't know what you feel, except you know what kind of man you want to be. Après tout ce qu'elle a traversé, Peter sera enfin la première personne à lui dire ce qu'elle aurait toujours voulu entendre.
Parce que tout est histoire de faux semblants. Il n'y a qu'avec Peter qu'elle partage ce que personne ne voit d'elle. Parce qu'il n'y a qu'avec Peter qu'elle est la véritable Mary Jane. Et c'est pour tout ce que le film construit que ce qu'elle lui dira à la fin n'a jamais semblé autant légitime. There's only one man who's always been there for me. Mais le long métrage prend aussi le temps de développer la relation père-fils de Norman et Harry. Et j'aime beaucoup le soin apporté aux traits de caractère de chaque perso. Dans le cas de Norman, dès qu'il est contrarié, c'est son tempérament colérique qui est mis en avant. Norman? Pour le cas d'Harry, c'est sa tendance à vouloir régler tous les problèmes du monde avec de l'argent. I want to buy you something. Because I want to, it'll make you feel better. Et toujours par rapport à Harry, le film nous montre bien tout le ressentiment qu'il peut éprouver quand son père semble plus considérer Peter pour son génie des sciences que son propre fils. Pourtant, cette relation va évoluer et c'est ironiquement la nuit de leur réconciliation que Norman va finir par mourir. Norman est mort en tant que bouffon vert et Harry ne le sera jamais. Et justement, en parlant du grand méchant du film, le choix du bouffon vert est sûrement le meilleur choix possible pour un premier antagoniste. Pourquoi ? Parce que le Green Goblin est le miroir de Spider-Man. You and I are not so different. Miroir qui s'exprimera de manière scénaristique. Dans le film, Peter et Norman obtiennent leur pouvoir lors de la même nuit. Et les deux se réveilleront de cette fameuse nuit dans la même position, celle d'être évanouis au sol. Et pour remettre une couche, ironiquement, les deux persos vont comprendre ce qui est en train de leur arriver par le prisme du miroir. Après ça, leur premier acte de violence est de projeter un homme vers l'arrière. Tout comme le fait qu'ils ont initialement utilisé leur pouvoir à mauvais escient. Utiliser ses capacités uniquement pour l'argent puis la vengeance pour Peter, est exactement la même chose pour Norman. Mais leurs agissements respectifs pour les deux entraîneront la pire chose qui aurait pu leur arriver. C'est à ce moment-là du film qu'ils prendront alors des routes totalement opposées. Et ce miroir entre Peter et Norman se transformera en dualité entre Spider-Man et le bouffon vert. Une opposition qui se révèle surtout dans la mise en scène. En effet, dès que Peter fera les mauvais choix, son environnement et les éléments de décor seront envahis par du vert, que l'on observe lors de sa colère, de son avarice, de sa rancune et enfin de sa vengeance. Oui, le même vert que celui du bouffon. Mais par opposition, lorsque Peter découvre ses pouvoirs et qu'il devient Spider-Man, son environnement sera teinté de bleu et de rouge. Exposé d'ailleurs dans l'une de mes scènes préférées du film où l'on nous montre la vie de chaque habitant de New York par rapport à l'araignée. He's a criminal, that's who he is. A vigilante. Et je trouve ultra pertinent de montrer ce que Spider-Man signifie d'un point de vue extérieur. Ce qui est aussi magnifiquement illustré par la scène de l'incendie, où l'on ne peut qu'assister impuissant au sauvetage d'un enfant par le prisme de cette dame. Pourtant, les gens de cette ville ne sont pas qu'impuissants et ça nous sera montré dans la fameuse scène du pont. Scène qui est d'ailleurs le point d'orgue narratif de la dualité Spider-Man-Bouffon Vert. Point culminant prenant forme avec le dilemme de Norman. Pour Peter se présentent deux choix. L'égoïsme d'un côté en sauvant MJ ou le choix des responsabilités de l'autre en sauvant un groupe d'enfants. Mais il va décider de ne finalement pas faire de choix ou plutôt de surpasser sa condition en faisant les deux. Il décide d'abord de faire le choix de l'égoïsme en sauvant MJ puis ensuite celui des responsabilités. Et là où le film est génial, c'est que c'est exactement le miroir scénaristique de la trajectoire morale qu'a suivi Peter durant son périple. Mais c'est pas pour autant que les similitudes entre le tisseur et le bouffon vont s'arrêter. Car leur affrontement final se termine sur un plan de Peter mutilé fixant le corps sans vie de Norman. Et Sam Raimi va utiliser un effet de fondu pour montrer l'ultime parallèle des deux personnages. Car le masque du bouffon se trouve être brisé exactement au même endroit que la déchirure du masque de Peter. Le bouffon vert est ce qu'aurait pu être Spider-Man si l'oncle Ben n'avait pas existé. Et mettre autant en perspective le personnage dès le premier film, c'est très très bon. Tout comme le fait d'utiliser l'une des principales menaces que constitue le Green Goblin dans les comics, le simple fait de connaître la véritable identité de Peter. Car oui, le film traite explicitement des dangers qu'implique la double vie du héros sur ses proches. Et j'aimerais justement qu'on s'intéresse sur la fin du film. Sam Raimi et le scénariste David Koepp ont réussi avec brio à nous raconter l'ascension d'une icône sans en faire une happy end. Peter tue indirectement Norman et doit porter le fardeau de s'antagoniser auprès de son meilleur ami. Et pour rien arranger, il repousse l'amour de sa vie afin de ne plus la mettre en danger. Cette fin réussit donc avec brio à mettre au premier plan l'une des choses faisant l'essence du héros. Car ce qui fait la grandeur de Spider-Man, ce sont ses succès, mais aussi surtout ses échecs. Et lorsque le film s'ouvre avec un plan panoramique du drapeau américain en dessous d'une cage d'escalier,
Il se termine avec ce même drapeau au sommet d'un des plus grands gratte-ciel de New York. Who am I? I'm Spider-Man, given a job to do. On se situe 2 ans plus tard. Hypnotisé par une affiche d'MJ pour sa nouvelle pièce, Peter manque d'écraser son patron. Après ses multiples retards agaçants, Aziz décide de lui donner une ultime chance. Livrer une pizza en respectant la promesse des 29 minutes. Mais cette fois est différente, Pizza time. parce qu'il échoue. Il se fait donc virer et doit pour se nourrir continuer de salir son image avec Jamison. Mais en route pour la fac, Peter arrive aussi en retard au cours du professeur Connors, menaçant de le recaler si la situation ne change pas. Mais Tante May, cette nuit-là, lui a quand même organisé un anniversaire surprise. Peter retrouve donc dans un premier temps son meilleur ami Harry. Mais sa relation avec lui se dégrade de plus en plus dû à son lien avec le tisseur. Mais pas grave, parce qu'il retrouve surtout MJ dont il est toujours amoureux. I liked seeing you tonight, Peter. Oh boy, yeah. Mais dont la relation est toujours impossible. Oh boy, yeah. What? Et si MJ lui fait du rentre-dedans, Peter est incapable de lui dire ce qu'il ressent. Nothing. En dépit de salement tourner autour du pot, il lui fera tout de même une promesse, celle d'assister à sa pièce de théâtre. Bon, sauf qu'en fait on n'en a pas fini parce que Peter est aussi en retard pour payer son loyer. Ce qui n'échappe pas au terrifiant monsieur Ditkovich se jetant sur le peu d'argent qui lui reste. Hi, Pete. Oui, arrivé à ce stade-là, rien ne va. Malgré tout, le lendemain qui suit, Harry, en tant que fournisseur d'Oscorp, permet à Peter de rencontrer un grand scientifique, Otto Octavius. Étant l'ami de Connors, il recadre d'abord Peter sur sa conduite scolaire, pour par la suite lui présenter son grand projet. Prolonger une fusion afin de créer une quantité inépuisable d'énergie semblable à un soleil. Finalement, les deux vont très bien s'entendre et Octavius ira jusqu'à conseiller Peter pour les histoires de cœur. If you want to get a woman to fall in love with you, feed her poetry. Poetry. On en arrive d'ailleurs à la fameuse soirée, celle à laquelle Peter a promis d'assister à la pièce d'MJ. Et pour changer cette fois, enfin plutôt pour une fois, il arrive en retard. Et se fait donc recaler par le portier le plus arrogant de l'histoire. I have to see this show. You just let me in, I'll stand in the... Complètement désarçonné et en entendant les sirènes de police, Peter décide alors de renfiler son costume. Mais il y a ça qui se passe. Suivi d'un très long moment de solitude en ascenseur, notre héros rentre dans un état pitoyable. Mais demain est un jour nouveau, car avec Harry, ils vont assister à la fameuse démonstration d'Octavius, qui, on a l'habitude maintenant, se passe nickel. Après ce désastre stoppé en partie par Spider-Man, la puce neuronale permettant à Otto de contrôler ses bras mécaniques et non l'inverse est détruite. Ce qui donnera bien sûr lieu à la scène la plus wholesome de tous les films de super-héros. Soudé à jamais à ses bras mécaniques qui ont maintenant un contrôle moral sur lui, il ne reste plus rien à Otto sauf son rêve. Donc pendant que Tante May accompagnée de Peter essaye de refinancer en vain sa maison, Octavius va braquer la banque où ils sont pour reconstruire sa machine. Un affrontement entre lui et Spider-Man va alors débuter et Peter s'en sort pas ouf. Mais grâce à un clutch monumental de Tante May, Octavius s'enfuit avec seulement une partie de l'argent. Et on en arrive au fameux bal du planétarium. Soirée où Peter est embauché en tant que photographe. Sauf qu'elle est organisée par John Jamison, le fils de Jonah, qui est le compagnon d'MJ. Auprès de laquelle Peter tente encore en vain de s'excuser pour le théâtre, lui récitant son plus beau poème. Day by day, he sighed with passion. Day by Don't day. start. Et pour rien arranger, c'est totalement bourré qu'Harry va l'humilier devant tout le monde. Isn't that right? Huh? Pour, selon lui, en connaissant Spider-Man, avoir laissé mourir son père sans rien faire.
brother? Mais pour Peter, le coup de grâce sera bien sûr les fiançailles d'MJ en public. Cette même nuit, il s'envole alors pour se vider l'esprit, mais encore une fois... Oh no. No. Oui, il perd ses pouvoirs. Par conséquent, il consulte un médecin, mais qui ne lui diagnostique rien de physique. Peter va alors totalement se remettre en question. Pour que les choses s'arrangent, il ne peut plus être Spider-Man. Et après une discussion poignante avec son oncle, c'est dans une nuit orageuse qu'il abandonne son costume une bonne fois pour toutes. Pour renaître en tant que Peter Parker dans une séquence légendaire. Cependant, dû à l'absence de Spider-Man, le crime ne cesse de monter à New York. Seulement rongé par la culpabilité et dans sa quête de rédemption, Peter décide d'avouer la vérité à Tante May. Il est celui responsable de la mort de l'oncle Ben. Mais après que même privé de ses pouvoirs, Peter n'a pas pu s'empêcher de sauver un enfant dans un incendie, il revoit finalement sa tante en train d'hypothéquer sa maison. Si Peter semble totalement perdu à ce moment-là du film, Tante May sera clairement celle qui lui redonne la force d'aller de l'avant. Selon elle, le monde a besoin d'un symbole comme Spider-Man, inspirant chaque personne à faire ressortir le meilleur d'entre eux. Spider-Man did that for Henry, and he wonders where he's gone. He needs him. Peter ne peut pas fuir qui il est. Il se doit alors de retrouver ses pouvoirs dans une scène épique ou en fait non. Pendant ce temps, Harry Osborn dénonce son meilleur ami, le photographe de Spider-Man, pour capturer ce dernier, dans un deal permettant à Otto d'obtenir du tritium pour sa machine en échange. Mais toujours dans une romance qui semble confuse et surtout au point mort, Peter et MJ auront enfin une sérieuse discussion sur leur relation. Discussion dans laquelle MJ veut une bonne fois pour toutes vérifier si Peter est bien celui qu'elle croit être. Kiss me. Sauf qu'Otto entre en scène. Il menace Peter de trouver Spider-Man et prend donc Mary Jane en otage. Ce qui va finalement être le déclic pour que Peter Parker retrouve ses pouvoirs. Et à la suite d'un swing incroyable avec l'une des meilleures transitions jamais créées, Spider-Man affronte Octavius dans un combat dantesque. Combat durant lequel il va devoir arrêter à la seule force de ses bras un train lancé à pleine vitesse. Oui, une scène légendaire. I don't love you anymore. Et c'est après avoir pulvérisé ses propres limites que les habitants de New York vont le rattraper dans une scène tout aussi légendaire. He's just a kid. Mais Otto parvient malheureusement à le capturer pour le remettre à Harry, découvrant stupéfait la réelle identité du tisseur dans un jeu d'acteur en français. Bon, Peter arrive quand même à le convaincre de l'amener jusqu'à Octavius pour éviter qu'il ne détruise la ville. Et dans un affrontement final tournant en la faveur de l'homme araignée, débrancher la machine va pas fonctionner. Now what? Cependant, Peter va quand même réussir à raisonner Octavius, et ce, en lui retournant ses propres paroles. You once spoke to me about intelligence. That it was a gift to be used for the good of mankind. A privilege. Otto reprend alors le contrôle de ses bras mécaniques afin de se sacrifier pour le bien de l'humanité dans un final grandiose. Mais dans un même temps, MJ découvre enfin l'identité secrète de Peter, et il lui fait donc enfin comprendre pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble. Tout comme le premier film, Peter et MJ doivent encore se séparer à contre-cœur. Sauf que MJ s'enfuit de son propre mariage. Et ce, afin de rejoindre celui qu'elle a toujours aimé, ce bon vieux Peter. Elle a fait son choix prête à en assumer les conséquences, en réussissant en une seule et magnifique réplique à faire ressortir toutes les thématiques du film. Isn't it about time somebody saved your life? We'll say something.
Et c'est en apothéose que se termine le film qui aura marqué toute une génération, Spider-Man 2 de Sam Raimi. C'est une claque. Ouais, et ça à chaque fois que je le regarde. He didn't just like, oh, make a better film. Oh, this is better than the first one. I mean, he whooped the first one's ass. Hallucinant de se dire que tout ça a été réalisé en seulement 2 ans. Parce que oui, tout comme son prédécesseur, c'était pas gagné d'avance. Déjà chose très importante, dû au succès gargantuesque du premier film, les attentes pour la suite étaient très élevées. Pourtant, Sony va quand même donner carte blanche à Sam Raimi pour justement la réaliser. Alors instantanément après la sortie du 1, Raimi et le nouveau scénariste en chef Alvin Sergeant s'entourent de plusieurs auteurs pour déjà travailler sur le prochain script. La production est lancée, plusieurs scripts voient le jour, dont un qui va retenir notre attention. Principalement car il est très différent du résultat final, oui, le script de Michael Chabon. Un script dont le plot se basait sur un Otto Octavius mais dans ses jeunes années et tombant amoureux de Mary Jane. Avec un Harry qui de son côté met une prime sur la tête de Spider-Man. Mais ces parties du script n'ont bien sûr pas été conservées car elles n'étaient pas au goût d'Avi Arad et d'une partie de l'équipe du film. De plus, Tobey Maguire, malgré un contrat l'engageant sur 3 films, n'était même pas sûr de pouvoir reprendre le rôle. Et ce dû à ses douleurs au dos qu'ont entraîné son tournage sur ses biscuits. Il est donc envisagé de le remplacer par Jack Gyllenhaal qui ironiquement se retrouvera à jouer Mysterio une quinzaine d'années plus tard. Mais après une revalorisation salariale qui était surtout l'objectif principal, on est reparti avec Tobey et en fait avec tous les membres du cast original, accompagné bien sûr du nouveau Alfred Molina. Et c'est avec le travail acharné de toute l'équipe que sortira le 30 juin 2004 le film tant attendu, Spider-Man 2. Et il fait aussi bien que son prédécesseur avec 780 millions au box-office. Sauf que concernant le scénario, les persos, la mise en scène et l'écriture, il réussit à le surpasser de loin. Seulement, avant de le dépasser, Spider-Man 2 complète Spider-Man 1, et ça c'est marqué dans la mise en scène par les innombrables échos à celui-ci. Comme le fait que le film s'ouvre aussi sur Mary Jane, et que la première vraie discussion d'MJ et Peter se passe aussi dans leur jardin de nuit. Mais ce qui montre que le film est véritablement le miroir du précédent, c'est surtout dans le développement du héros. You're fired. Parker, hello, you're fired. Pour Peter, sauver la vie des autres détruit sa propre vie. Il perd son boulot, n'arrive pas à payer son loyer, manque ses cours de la fac et doit salir son image pour justement essayer de payer son loyer. But could you pay me in advance? Et ça car il est toujours en retard, exacerbé dans la scène du bal où il n'arrive jamais à mettre la main sur une quelconque nourriture. Scène où justement tout va changer quand il assiste au futur mariage de l'amour de sa vie. Parce que oui, l'anatomie de cette chute pour Peter s'articule, comme dans le 1, autour de sa relation avec Mary Jane. Pourquoi initialement MJ était tombée amoureuse de Peter ? Parce qu'elle lui montrait évidemment une facette de sa personne que lui seul pouvait voir, que lui seul acceptait et soutenait quand personne ne le faisait. Mais à l'inverse, Peter ne lui montre jamais cette même facette, n'expliquant jamais pourquoi il ne peut pas être avec elle. Et j'aimerais qu'on s'intéresse sur comment ceci est traduit dans la mise en scène, en utilisant justement leur premier face-à-face du film. Une discussion si spéciale où plus celle-ci avance, plus la caméra se rapproche, tout comme les personnages, avant de brusquement s'éloigner pour symboliser leur relation impossible. Encore un écho avec la même discussion du premier film, où plus celle-ci avançait et plus les plans se rapprochaient avant que les barrières les séparant ne soient remises à l'image quand MJ doit rejoindre Flash. Mais dans les faits, Peter n'est désormais plus là pour elle, et ça en plus de ne pas être honnête. Quand il s'excuse de son absence au théâtre, il parle encore pour ne rien dire, il tourne toujours en rond, littéralement de manière visuelle. Et justement, si on s'attarde sur le théâtre... Then you think we should forgive them? Yes. I mean no. Les dialogues de la pièce d'MJ sont un énorme parallèle de sa relation avec Peter dans le film. I hope you have not been leading a double life, pretending to be wicked and being really good all the time. That would be hypocrisy. Car oui, cette pièce se nommant l'importance d'être constant raconte réellement l'histoire de personnes menant une double vie. Mais égoïstement, Parker essaye toujours de la reconquérir, mais toujours sans jamais vraiment le faire, alors qu'elle essaye d'avancer de son côté. Et c'est pour ça que l'annonce du mariage sera le point de rupture. Et c'est aussi pour ça que le développement de Peter est génial. Être l'homme araignée lui ruine sa propre vie. Tout comme le premier opus, Spider-Man 2 explore donc la dualité entre égoïsme et responsabilité.
Sauf qu'en fait, au lieu de les protéger, les responsabilités ont l'effet inverse de détruire chacune de ces relations. Et pour Peter, développer cette dualité non pas avec un ennemi mais simplement avec lui-même est une idée brillante. Tout comme le montrer avec la perte de ses pouvoirs. Les toiles organiques sont une idée héritée de James Cameron quand il était encore sur le projet. Mais cette idée fut essentiellement conservée pour une simple fonction de réalisme. Sam Raimi trouvait bien trop absurde qu'un adolescent développe un système aussi complexe qu'un lance-toile. Pourtant, ce simple concept a été poussé jusqu'à en faire un véritable procédé narratif, dont le développement va mener à une renaissance totalement à l'inverse du premier film. Car si c'est au milieu du premier qu'il devient Spider-Man, c'est au milieu du second qu'il redevient Peter Parker. Le film nous éblouit littéralement durant cette scène, ce qui rentre en contraste total avec les moments où Peter perdait ses pouvoirs, toujours pendant la nuit. L'opposition de couleurs n'est donc plus liée au vert du bouffon contre le bleu et rouge de Spidey, mais cette fois par l'opposition des teintes sombres de la nuit au blanc représentant la journée. Sauf que le film nous surprend, et ce parce qu'il pose un dilemme. Est-ce que Peter peut réellement échapper à sa nature ? Si la scène où il n'empêche pas une agression en est une réponse partielle, l'incendie en est une réponse définitive. Une scène qui est encore un écho du premier film, mais à la différence que cette fois, ce n'est pas Spider-Man, mais bel et bien Peter qui sauve un enfant. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest and finally allows us to die with pride, even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most, even our dreams. Et malgré que sa discussion avec Tante May lui redonne la force, Peter échoue à retrouver ses pouvoirs. Alors pourquoi ça ne sera que lorsque MJ se fait kidnapper qu'il les regagne pour de bon ? Bah parce qu'encore une fois, le développement de Peter s'articule autour de Mary Jane, et si elle est son point de rupture, elle sera son détonateur. Spider-Man is back et il est prêt à en découdre avec le grand méchant du film, le Docteur Octopus. Un méchant très intéressant, mais dont j'aimerais commencer l'analyse par le prisme de sa similarité au méchant du premier film. Car oui, Norman et Otto sont tous deux des êtres appartenant à l'élite, obtenant des pouvoirs exceptionnels qu'ils utiliseront pour leur propre et unique intérêt. Et ce, même en sacrifiant les dommages collatéraux auxquels ils ne portent aucun intérêt, les gens ordinaires. Et ça a toute son importance. Peut-être la particularité qui rend les Spider-Man de Raimi si spéciaux, la représentation de New York. Car si cette ville est si vivante dans ces films, c'est parce que ces petites gens sont juste essentiels à l'intrigue. Et non, je ne parle pas seulement de Tante May ou MJ, je parle de cette secrétaire, Aziz, Connors, Jamison, Hoffman, Ditkovich, le banquier, l'ouvreur du théâtre, le mec de l'ascenseur, la violoniste qui chante faux ou encore ce simple docteur. Avant qu'elle ne soit une ville à sauver, c'est une ville que l'on apprend à connaître. Une fresque géante de personnes vivant leur propre vie, malmenant notre héros d'un côté ou le poussant vers les sommets de l'autre. Pourtant oui, Peter en bave. Si Jamison le malmène en n'acceptant que des photos pour dégrader Spidey, ce sera tout de même suivi d'une scène avec Betty Brant qui nous redonne de l'espoir en l'humanité. Hey, chin up, okay? Et si Ditkovich harcèle Peter à chaque instant de sa vie pour qu'il lui paye son loyer, plus tard dans le film, nous sera montrée une scène avec sa fille proposant à Peter de partager une simple part de gâteau. Une scène pas importante, n'ayant pas de réel symbolique et qui ne fait pas vraiment avancer l'intrigue. Mais elle est là, une scène d'un simple acte de gentillesse envers le héros. Et c'est donc évidemment pour tout ce qui est construit que la scène du train en face à face avec Octavius est probablement la meilleure du film. Action, drame, tension, dépassement des limites et surtout New York. Encore plus que dans le 1, Alvin Sergeant et Sam Raimi ont réussi à saisir un autre élément central faisant l'essence de Spider-Man. Le fait d'être un héros à hauteur d'homme. And I figured that most of the kids or the teenagers or the young adults who read those stories would be able to relate to that, because no, life isn't easy for anybody, really. Le Docteur Octavius est donc d'une part excellent car il fait ressortir l'essence du héros. Mais s'il semble similaire à Norman, en vérité les deux sont sensiblement différents. Alors oui, les deux sont des hommes de science qui développent une sorte de seconde personnalité à la suite d'une expérience qui s'est très mal déroulée.
Mais cette seconde personnalité est surtout une amplification de leur désir profond. Et c'est là qu'est toute la différence. Intelligence is not a privilege, it's a gift. And you use it for the good of mankind. Car Octavius se construit avec une idée bien précise. Il est ce que Peter rêve d'être. Un homme de science dédiant sa vie à faire le bien, le tout accompagné d'une épouse qu'il aime. Et pour le stopper définitivement, Peter ne va pas lui remettre un énième coup de poing dans la gueule, bon il l'a déjà assez fait, mais il va surtout le raisonner. Et là où le climax est du coup excellent, c'est que Peter ne s'arrête pas seulement au fait de lui retourner ses propres paroles. Car toujours en miroir de ce que représente Octavius pour Peter, il lui retourne aussi les paroles qui lui ont permis d'évoluer lui-même. Sometimes, to do what's right, we have to be steady and give up the thing we want the most. Even our dreams. Si les paroles de l'oncle Ben ont permis la naissance d'un héros, celles de Tante May auront permis la rédemption d'un vilain. Et lorsque Peter échoua avec le bouffon vert, il réussira avec Otto, qui lui choisira délibérément son sacrifice. La fin de Spider-Man 2, en répondant directement à celle du premier film, est donc maîtrisée de bout en bout. Et ce parce que le film se répond aussi à lui-même. S'il s'ouvrait sur un sourire fictif d'MJ regardant Peter, il se ferme sur le regard bien réel de Mary Jane, mais observant cette fois Spider-Man s'éloigner d'un air mélancolique. Who are you? I don't know. Bon, on doit faire encore un petit saut dans le temps. Car quelque chose qui change de tous les films qu'on a vus jusqu'à présent, Spider-Man 3 s'ouvre sur Peter, heureux. Oui, pour une fois, il vit sa meilleure vie, l'homme araignée est au sommet de sa popularité et tout se passe à merveille avec MJ. Mais bon, tout n'est pas rose pour autant. Après avoir justement assisté à la comédie musicale de Mary Jane, notre héros tente de se racheter auprès d'Harry, qui ne veut rien entendre, préparant sa future vengeance de son côté. Et c'est au même moment que l'on découvre Flint Marko. Un évadé de prison qui rend visite à sa fille malade, lui promettant de trouver assez d'argent pour pouvoir lui payer son traitement. Not a bad person. Just had bad luck. Mais plus tard dans la soirée, Peter rend visite à Tante May pour lui annoncer qu'il compte demander MJ en mariage. Et c'est seulement au bout de la 17e minute du film qu'Harry tente déjà de le buter. Avec pour magnifique excuse... You knew this was coming, Pete. S'ensuit alors un affrontement entre les deux personnages qui tournent en la faveur de Peter. Résultat des comptes, Harry est amnésique. En parallèle de ça, ce bon vieux Flint est en course-poursuite avec la police, où il est contraint de s'échapper dans un terrain de tests scientifiques. Et comme on a l'habitude, dans Spider-Man, la science, ça se passe bien, on t'a dit. Mais sûrement dans l'une des scènes les plus cool de tout le film, Marko devient l'homme sable. Après tout ça, MJ revient chez Peter avec la critique de sa comédie qui est malheureusement négative. Mais leur conversation coupe court car Spider-Man doit encore intervenir. Gwen Stacy, camarade de classe de Peter et mannequin accessoirement, manque de mourir dans un accident. Mais se fait sauver in extremis par Spider-Man, acclamé en héros. Le film nous introduit alors le personnage d'Eddie Brock, nouveau photographe pour le Daily Bugle et justement, supposément en couple avec Gwendoline. Ah oui pardon, et aussi il pue. Oui, je sais pas pourquoi mais le film a besoin de te le faire savoir. Bon, allez, on repart au film. Donc, vu qu'Eddie est directement en concurrence avec Peter, Jameson les défie de prendre une photo de Spider-Man en flagrant délit, commettant un crime pour un poste de salarié. Mais pendant que Peter profite honteusement de l'amnésie d'Harry tout en étant au sommet de sa gloire, They love me. bah d'un autre côté, totalement à l'inverse, MJ va quant à elle se faire virer de sa comédie musicale. Et pour rien arranger, dans une cérémonie visant à remettre les clés de la ville à Spidey pour avoir sauvé la fille du capitaine Stacy, c'est quand il apparaît sur scène aux côtés de Gwen que les gens lui demandent direct de l'embrasser. Et du coup c'est vraiment ça le premier réflexe qu'ont les gens quand... Enfin bref, New York est bizarre dans ce film, vous allez voir. Parce que le pire, c'est que Peter le fait, devant MJ, alors qu'il planifie de l'épouser. Ok, bon après ça, la demande en mariage tombe évidemment à l'eau,
Mais en plus de ça, Peter va apprendre que le véritable assassin de son oncle n'est pas celui qu'il avait indirectement tué dans le premier film, mais que c'est en vérité le fameux criminel en cavale, Flynn Marco, le même type qu'il avait affronté plus tôt dans le film. Peter rentre donc chez lui un peu énervé. But I'm fine. I don't need your help. Mais il y a quelque chose qui cloche. Oui, j'ai omis un détail important du film. Car une matière organique sortant d'une météorite s'était en fait infiltrée directement dans son appartement. En vérité, c'est un symbiote qui va directement s'attacher à son tout nouvel hôte, Spider-Man. Et justement, toujours en cavale, Flynn Marco est enfin repéré par la police. Peter se lance donc évidemment à sa poursuite, histoire de lui faire un gros câlin. Bon ok, il le laisse pour mort. Good riddance. Mais après que Tante May explique que normalement Spider-Man n'est pas censé tuer, Peter abandonne le symbiote. Mais pas pour longtemps, parce que MJ va le tromper avec Harry, qui justement retrouve la mémoire d'un coup et décide de la menacer pour qu'elle quitte Peter. Et il décide aussi accessoirement de gâcher sa vie en révélant qu'il est justement l'amant d'MJ. Donc ouais, on est reparti. Et comme on a l'habitude maintenant, Peter rend justement visite à son meilleur pote pour lui faire aussi un gros câlin. Mais il s'arrête pas là, car il en profite aussi pour dénoncer Eddie et sa photo truquée afin qu'il perde tout. Il lui vole donc sa place, sa meuf, sa dignité, tout ça accompagné de son meilleur costume. Oui, Bully McGuire est né. Peter fait d'ailleurs tellement bien les choses qu'il amène Gwen là où MJ travaille. Et après un bon pétage de câble, il décide enfin qu'il faut se débarrasser du symbiote. Sauf que vu qu'Eddie se trouvait au bon endroit au bon moment, c'est sur lui que tombe notre alien préféré pour devenir Venom. Eddie décide donc de retrouver l'homme sable pour en faire un allié et entame sa vengeance ultime en kidnappant Mary Jane. Le message est clair, Spider-Man doit intervenir. Sauf que vu que les vilains sont en supériorité numérique, Peter s'en sort pas ouf. Pourtant, peu avant le combat, Parker avait demandé à Harry son aide pour secourir MJ. Proposition qu'Osborn a évidemment refusée pour ce que Peter lui a fait subir. Mais c'est quand il apprendra la véritable mort de son père qu'il décide enfin d'intervenir. Et c'est dans un travail d'équipe phénoménal qu'ils arrivent à venir à bout de l'homme sable. Mais il reste un ennemi et pas des moindres, Venom. Et c'est justement durant son combat contre lui que Peter capte enfin que ce sont les ultrasons qui vont pouvoir en venir à bout. Sauf que c'est justement lors d'une attaque de Venom à bout portant qu'Harry va se sacrifier in extremis. Foudrage, Peter décide alors d'en finir une bonne fois pour toutes. Et ce, en utilisant une grenade du bouffon pour détruire le symbiote et indirectement Eddie dans le processus. Mais lors de la fin du combat, Flynn Marco se tient devant Peter afin de lui livrer des ultimes explications. Il n'a en vérité pas voulu tuer l'oncle Ben, mais il l'a fait sans faire exprès dû à un concours de circonstances. Ce à quoi Peter répondra « I forgive you ». Nos trois protagonistes vont alors se réunir une dernière fois afin d'assister aux derniers instants d'Harry Osborn qui décida ce jour-là de mourir en héros. Et c'est après son enterrement que Peter et Mary Jane décident d'aller de l'avant dans un dernier slow qui marquera la fin de cette trilogie. Bon, il y a pas mal de choses à dire. Car oui, à l'inverse des deux premiers opus, ce film souffre justement de pas mal de choses, dont la plus évidente, c'est qu'il est surchargé. Si le résumé vous a paru plus rapide et moins clair que les précédents, c'est pas une impression, c'est que le film est comme ça. Notamment parce qu'à l'inverse des deux autres, il n'a pas un grand vilain, mais 3. Et en fait 4 si l'on prend Peter. Ce qui est beaucoup, et ce qui est aussi un gros problème. Et pour le comprendre, il faut évidemment qu'on se replonge dans le contexte de production du film. On est en 2005. Après le succès fulgurant du 2, Sam Raimi et Alvin Sirgen se lancent évidemment dans le script du prochain opus.
Et Raimi avait à la base en tête de le réaliser avec pour vilain principal l'Homme Sable, mais avec aussi Harry en tant qu'antagoniste secondaire en side plot. Tout ça, bien sûr, en continuant de développer la relation Peter-MJ. Mais voilà, Sony et surtout Avi Arad avaient eux d'autres plans en tête. Sony a dans un premier temps fait pression sur Raimi pour qu'il introduise obligatoirement un troisième vilain. Et ça, essentiellement pour booster l'énorme impact que ça a sur les produits dérivés et sur le merchandising. Raimi avait donc initialement pour projet d'inclure le vautour. Mais c'est une idée qui n'a pas plu à notre bon vieux Arad, qui explique qu'il fallait aussi mettre en scène des vilains qui font écho avec les jeunes fans de la licence. En effet, Sam Raimi était un lecteur des années 60-70, car à partir des années 80, il commence à développer ses propres histoires. Arad a donc déclaré que Raimi était un égoïste, et ce parce qu'il n'adaptait que ses vilains préférés, le Bouffon Vert, le Docteur Octopus et maintenant l'Homme Sable, tous issus de l'âge d'or. Donc de toutes les immenses possibilités avec la multitude d'ennemis caltisseurs, Avi Arad avait bien sûr une idée en tête, adapter Venom. Faisant donc constamment pression sur Raimi pour l'intégrer au script. Mais il y a un problème. Raimi n'a aucune attache avec Venom, et surtout n'a aucune idée de comment humaniser un personnage comme Eddie Brock. En effet, dans les comics, Eddie Brock est un personnage n'ayant aucun lien avec Peter. Il se fait virer du Daily Globe car il est à l'origine d'une fake news dévoilée indirectement par Spider-Man. Il perd donc tous ses emplois et même sa famille, songeant au suicide. Mais vu qu'il se trouve dans l'église où Peter se sépare du symbiote, ce dernier prend possession d'Eddie qui veut maintenant buter Spider-Man. Donc ouais, c'est compliqué. Mais malheureusement, Raimi va céder. S'il ne veut pas se faire remplacer, il est obligé d'accepter le deal. Venom est donc placé dans l'intrigue avec les deux vilains initialement prévus. Sauf que le script se trouvait être tellement surchargé qu'Alvin Sergeant voulait en faire 2 films. Une idée qui fut malheureusement abandonnée car Sergeant n'a pas réussi à trouver un climax satisfaisant pour justement séparer les 2 films. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce qu'on se retrouve. Juste trop d'intrigues différentes. Tout est rushé et les vilains en sont le meilleur exemple. Et c'est pour ça qu'on commence avec notre cas d'école numéro 1, Harry Osborn. On a juste une seule scène de dialogue de 30 secondes avec une autre scène de seulement 30 secondes, et voilà, nouvel antagoniste, dès la 17e minute. En comparaison, dans l'opus précédent, l'introduction d'Octavius s'effectuait seulement à la 19e minute. Et on a eu la scène d'intro, de dialogue, de l'accident, de l'hôpital, développant le perso en continu, pour finir avec son passage définitif en tant que vilain. Et vous comprenez l'une des raisons de pourquoi Otto est considéré comme excellent à l'inverse d'Harry, dont l'amnésie n'aura finalement été qu'un prétexte pour qu'il soit écarté pendant 30 minutes. On n'a jamais eu le temps d'entrer en profondeur dans la psyché d'Osborn, notamment pour traiter comme il se doit son héritage paternel toxique, en opposition ou peut-être en miroir de celui de Peter. Avenge me! Et ce, car il se retrouve coincé entre le symbiote et surtout l'Homme Sable, notre cas numéro 2. Sûrement le vilain qui interprète le plus ce qu'aurait voulu Sam Raimi pour le film. Déjà, la raison majeure pour laquelle il voulait l'inclure, c'est pour son potentiel visuel impressionnant. Et ça se sent. Les scènes avec le Sandman envoient le paquet sur la mise en scène. Et le moment de sa transformation est l'une des scènes les plus mémorables du film. Avec tout un symbolisme couplé avec des effets impressionnants qui n'ont pas pris une ride. C'est donc encore plus hallucinant de se dire que les effets spéciaux de cette scène ont pris 6 mois entiers pour être réalisés de A à Z. Mais encore une fois, le développement du perso se retrouve coincé, ce qui implique que la supposée mort de Flint est encore utilisée pour l'écarter du film pendant aussi 30 minutes. Et on en vient enfin à l'élément qui cause cette répartition inégale, le symbiote. Notre cas numéro 3. Le symbiote dans Spider-Man 3 est une entité qui, ironiquement, se retrouve littéralement catapultée dans l'intrigue. Et ce, parce qu'elle n'est pas censée être là. Et c'est évident parce que son utilisation ne commence qu'à partir de seulement la moitié du film, et ça sans aucun build-up. D'ailleurs, on ne voit qu'une seule fois le costume noir en combat. Et j'ai pas besoin de préciser que c'est pas assez pour avoir une idée claire de pourquoi Peter se sent si bien quand il l'utilise. Mais il faut qu'on parle du grand méchant qui va justement utiliser le symbiote, ce bon vieux Eddie Brock. Ooh, my spider sense is tingling.
If you know what I'm talking about. Un clone raté de Peter qu'on ne voit pas assez dans le film. Et vu qu'il mérite absolument tout ce qui lui arrive, impossible d'avoir une quelconque empathie pour sa descente aux enfers. Mais malheureusement, il n'a aussi aucune substance et se retrouve à être un méchant unidimensionnel avec des répliques ringardes. I like being bad. It makes me happy. C'est admis que Venom est de trop dans ce film. Cependant, je trouve quand même dommage que dans le combat final, l'apparence de ce dernier ne fasse pas croire aux civils que c'est Spider-Man, l'auteur de la prise d'otage. Je pense que ça aurait été une bonne idée dans la dynamique que le chara-design de Venom et ce qu'aurait été Peter, entièrement consumé par le symbiote. Néanmoins, il n'en reste que la construction du combat final est selon moi rushée, tout comme le fait que ça soit amené par une énième prise en otage d'MJ. Et là, vu que c'est mal construit, dans ce cas-ci, c'est trop redondant. Parce qu'en plus, elle est même plus en couple avec Peter à ce moment-là. D'ailleurs, quelque chose de central que j'ai pas encore abordé, la romance entre Peter et MJ, qui ici, à l'inverse de d'habitude, est bien trop inégale. Bon, on va quand même commencer par les bonnes choses, car oui, le regard mélancolique d'MJ à la fin du 2 prend désormais tout son sens. On voit pour la première fois Peter être véritablement heureux, sauf que, plot twist, il prend la grosse tête, ramenant constamment tout à lui et à Spider-Man. Mais si il est enfin heureux, il ne comprend pas qu'MJ ne puisse pas l'être. Et là où c'est très bon, c'est qu'intérieurement, MJ pense aussi pareil. Elle ne veut pas contrarier Peter au sommet de sa gloire. Donc lorsqu'elle se confiait à lui dans le premier film, elle en est désormais incapable. Elle lui cache d'abord qu'elle s'est faite virer de sa pièce à Broadway, mais aussi, toujours à l'inverse du premier film, elle lui cache qu'elle se retrouve maintenant à travailler en tant que serveuse. Cette place de confident qu'occupait Peter se retrouve désormais être occupée par Harry. Mais pour appuyer encore plus cette mauvaise dynamique, le film prend un malin plaisir à déconstruire les scènes qui ont justement construit leur romance dans la saga. Si dans le 2, MJ se fait interrompre parce que Spider-Man doit intervenir, Go get him, Tiger. là c'est tout sauf le moment. Go get him, Tiger. Si dans le 1, le baiser entre Mary Jane et Spider-Man était iconique, là, il est une image qu'on colle à Spidey et fait directement souffrir MJ. That was our kiss. Why would you do that? Et justement, si dans le 2, Peter prend énormément de temps pour s'excuser au téléphone, là, c'est lui qui coupe court à ses excuses. Cependant, malgré toutes ces bonnes idées de mise en scène, le comportement parfois incohérent des persos est selon moi le point noir de cette intrigue. Et malheureusement, dans ce cas-là, je pense surtout à MJ. Genre, vous allez me dire que celle qui a attendu Peter pendant 2 ans, et s'est littéralement enfuie de son mariage pour lui, le trompe avec son meilleur pote amnésique pour se venger parce que ça va pas fort en ce moment. Et tu rajoutes à ça le fait qu'on n'a pas assez d'éléments au début du film pour comprendre que Peter a la grosse tête, et t'obtiens une scène où t'as juste l'impression qu'il essaye de bien faire quand MJ le repousse constamment. Et avec tout ce qui se passe, ça a ruiné la réputation d'MJ dans la trilogie, en la faisant passer selon les dires de la gente masculine comme meuf chiante, et c'est vraiment terrible car ça ne reflète pas du tout l'écriture de son personnage. Mais le pire, c'est que les actions de Peter sont pas mieux du tout. Le baiser avec Gwen me semble toujours incompréhensible, et pour rien arranger, on se retrouve aussi face à un perso qui semble ne rien avoir appris de l'opus précédent. Everybody needs help sometimes, Peter. Even Spider-Man. C'est pour ça que dans ce film, j'ai le sentiment de ne pas reconnaître les persos que j'ai suivis. Le triangle amoureux est forcé, certains comportements bizarres ou même agaçants, et on se retrouve avec une romance qui favorise le drame plutôt que de véritablement faire évoluer ces personnages. I should have just stuck with the characters and the relationships and progressed them to the next step and not tried to top the bar. I think that was my mistake. Bon, avec tout ça, à la fin de mon visionnage, je me suis posé une question toute bête. Finalement, c'était quoi le discours de ce film ? Parce que oui, les problèmes de structure amènent à ce que le discours ne soit juste pas aussi lisible que les opus précédents. Le premier film traite évidemment des responsabilités. Et le deuxième, quant à lui, traite du héros qu'on a en chacun de nous. Mais pour le troisième film, là c'est plus compliqué. On pourrait d'abord se dire que le film traite de la vengeance et que celle-ci n'est bien sûr pas la solution. Sauf que c'est pas exactement ça, car en fait, le discours du film se construit autour du pardon. Et j'ai mis du temps à le comprendre parce qu'en fait, la scène pour préparer ce discours n'intervient qu'à partir des 3/4 du film.
Et à partir de là, tout va bien trop vite pour que les dernières scènes aient un véritable impact émotionnel. Alors oui, si Peter pardonne ses ennemis, c'est parce qu'il a appris à se pardonner lui-même. Mais il y a un problème. En fait, le monologue de fin de Peter sur la tombe d'Harry n'a absolument aucun rapport avec ce que je viens de dire. It's the choices that make us who we are. And we can always choose to do what's right. Du coup, je me serais encore trompé de discours et ouais, c'est pas très lisible tout ça. Just a movie that didn't work very well. I tried to make it work, but if the director doesn't love something, it's wrong of them to make it. Pourtant, est-ce qu'au final, Spider-Man 3 est un mauvais film ? Pour la saga, je pense que oui, mais en même temps non, et c'est assez compliqué. Parce qu'en étant honnête, je déteste ce film autant que je l'adore. Oui, malgré tous ces problèmes, ce serait mentir de dire que je prends pas beaucoup de plaisir à me remater chacune des scènes, dont ma préférée est celle de l'incroyable comédie musicale. De plus, Bully Maguire, selon moi, un régal pour les yeux. Et ce parce que la scène de la danse se construit en fait en miroir de la renaissance de Peter dans le 2. Mais ce côté complètement ridicule et second degré apporte vraiment quelque chose d'intemporel. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas parlé de la mise en scène. Et pourtant oui, elle est loin d'être inexistante. Le film place discrètement des décors liés aux étoiles, star en anglais, que l'on observe lors de la comédie d'MJ, de la nuit étoilée, ou encore dans le restaurant où Peter va vouloir faire sa demande, le restaurant Constellation. Des décors qui vont symboliser que nos protas à ce moment-là du film sont de vraies personnalités publiques. Et en continuant, on peut voir que l'intro du film s'ouvre sur une pub de Spider-Man, toujours en écho du 2, qui s'ouvrait quant à lui à l'inverse sur une pub d'MJ. Et pour finir, la mort d'Harry est sûrement le parallèle le plus littéral. Osborn meurt comme son père, empalé par son propre planeur. À la différence que lui le fait pour sauver une vie et non pour en prendre une, la boucle est bouclée. Mais ce qui restera selon moi la plus grande qualité de ce film, ce sont ses scènes d'action. Encore au-dessus de son prédécesseur qui avait déjà explosé le premier. Elles sont juste géniales, ultra inventives avec une chorégraphie complexe mais toujours très lisible. Alors que la caméra prend bien sûr avec Rémi un malin plaisir à partir dans tous les sens. Et vous savez quoi, j'ai beau l'avoir critiqué, mais j'aimerais rendre honneur à la fin du film. Et en fait, j'aimerais surtout parler du plan final, qui représente selon moi toute l'essence de la trilogie. Alors oui, si le premier film se ferme sur Peter et le second sur MJ, le troisième referme magnifiquement cette boucle sur les deux persos réunis une dernière fois. Mais encore plus qu'une mise en scène intelligente, ce qui se dégage le plus de cette scène, c'est un truc tout con qui s'appelle la sincérité. Oui, en dépit des différences artistiques, des conflits internes, des pressions du studio et des fans, les Spider-Man de Sam Raimi ont tiré toute leur grandeur pour la passion et le développement accordés à ces persos. C'est ça que ce plan final signifie. Qu'en vérité, ces films ont toujours été à propos de l'humain derrière le masque. Qu'en dépit d'un produit commercial aliéné, les histoires qui nous ont été livrées sont à propos d'une personne comme nous. Une personne qui souffre, qui en bave, qui perd ses proches, mais qui malgré tout ça, avec ceux qui lui sont chers, trouve encore la force de se relever pour aller de l'avant, encore et toujours. Je vous avais parlé en début de vidéo que le choix de Sam Raimi pour cette trilogie était surprenant, car il y avait des réalisateurs bien plus prestigieux devant lui. Mais que ce qui avait décidé qu'il soit effectivement choisi a été un entretien très spécial avec les producteurs. Et du coup, il s'est passé quoi dans ce fameux entretien ? Sam Raimi a déballé sa passion pour Spider-Man, l'importance que le perso a eu dans sa vie, ou encore les murs de sa chambre qu'il a peint en son effigie. Et même si tout se passait très bien, il coupe son entretien au bout de 1 heure et s'en va en remerciant les producteurs pour leur hospitalité. C'est comme ça qu'il a été pris. Et c'est comme ça que j'ai envie qu'on se rappelle de cette trilogie. Le travail de toute une équipe de gens dévoués et d'un réalisateur passionné. Un réalisateur qui a tellement bien fait les choses qu'il a ouvert la voie à la domination du genre super-héros en salle. Qu'il a donné un second souffle à la déjà énorme licence Spider-Man. Et qu'il a surtout, en dehors du 3e volet, fait d'excellents films. Même un Martin Scorsese, très critique envers l'industrie des films de super-héros, a été content que le Spider-Man de Raimi soit un succès. Et même pour ma part, ces films sont l'une des raisons pour laquelle Le Tisseur est mon héros préféré. Je ne suis pas quelqu'un de réceptif à la hype et aux attentes démesurées autour de divers projets. Mais ouais, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas une licence qui fait exception à cette règle.
Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo sur la trilogie qui a, selon moi, changé le cinéma. The love of the character, my fascination with Peter Parker as a good human being and somebody who is flawed like the rest of us, but finds the strength, always eventually somehow finds the strength to grow into somebody better than he was before. Merci énormément d'avoir été jusque-là, vous êtes les GOAT tout simplement. J'aimerais avant tout savoir votre avis sur ces films, quel est votre rapport à cette trilogie, et si vous êtes ou non d'accord avec ce que j'ai pu dire, et encore si vous voulez que je fasse les autres films Spider-Man. Je lis absolument tous vos commentaires, donc vraiment écrivez, c'est important. Désolé que cette vidéo ait mis autant de temps à sortir, le montage m'a en fait pris 4 fois plus de temps que prévu, et mon PC m'a juste lâché pendant le process. Abonnez-vous et likez, ça me ferait énormément plaisir. Merci encore de votre soutien, et on se voit à la prochaine vidéo.